Bonjour tout le monde, heureux de reprendre le fil de nos réunions là. Alors aujourd'hui, pour la communication de Mohamed Amer Méziane, Naïma regrette beaucoup de ne pas pouvoir être là parce que c'est elle qui avait découvert notre contributeur, c'est elle qui nous l'a montré et on a eu dans une réunion aussi Dominique Ignoprat qui montre qu'il avait lu son travail et donc il n'a pas pu venir, il s'est excusé aussi aujourd'hui. Alors, pour parler d'aujourd'hui, évidemment dans une société d'études saint-simoniennes, c'est la partie qui est liée à l'Orient qui nous intéresse plus que la question de toutes les théories de l'organisation, de l'industrialisation, etc., qui nous intéressent. Et il faut dire que dans ce travail sur la colonisation, ce qu'on appelle la colonisation qu'il faudrait appeler autrement, parce que la colonisation c'est un mot qui s'est imposé de façon un peu arbitraire. Le travail de M. Méziane est original dans ce sens où d'abord il utilise toute une documentation, il utilise des éléments qui sont peu, à mon sens, utilisés ici dans les travaux sur la colonisation, c'est-à-dire la comparaison avec les autres colonisations et empires, notamment la question de l'Allemagne. C'est très rare qu'on compare l'attitude de l'Allemagne et l'attitude de la France, c'est très rare. Il arrive qu'on compare l'attitude de l'Angleterre en Inde notamment, ça s'est fait, on le sait notamment par Auguste Comte, qui avait, encouragé Congreve à dénoncer l'attitude de l'Inde, des Anglais en Inde. C'est dommage que ça n'a pas été fait pour les Français en Algérie. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça a été fait. Pourquoi il s'est dispensé de ça, d'encourager ses disciples. Aussi quelque chose qui est original dans son travail, que je ne prends pas sous son angle philosophique, mais sous son angle, plutôt historique, c'est la connaissance de travaux qu'on connaît très peu ici, comme Talal Assad et Saha Mahmoud. Peut-être il m'en dira quelques mots tout à l'heure. Alors, ceci dit, ce qui est intéressant pour ce qui concerne la France, une chose intéressante, c'est le rapport entre l'industrie, naturellement, et la notion, comme il dit, d'impérialité, on pourrait dire impérialisme colonial. La deuxième chose que moi j'ai relevée et qui m'a intéressé, et qui nous intéresse, nous, aux études saint-simoniennes, c'est le rapport qu'il fait entre l'Égypte et l'Algérie, ce qui n'est pas toujours affirmé, donc ça c'est utile. Alors pour nous qui avons travaillé sur Enfantin et Urbain en Égypte et en Algérie, il est bien évident que c'est un sujet qui nous intéresse. Et le dernier point que je soulèverai, c'est la question de la racialisation de l'islam, sujet qui a été abordé plusieurs fois ici, notamment à travers la critique du livre de Mark Weitzman et d'une philosophe dont je ne me rappelle plus le nom, qui était dithyrambique à son égard. Je ne me rappelle plus son nom, comment ça s'appelle, bon, ça vient difficilement. Mais enfin bref, donc c'est quelque chose qui tourne autour du code de l'indigénat, naturellement, la question du statut personnel, etc. Donc c'est des choses qui sont très difficiles à démêler, et sur lesquelles on a des regards aujourd'hui qui sont assez faux. Alors, je ne vais pas simplement, comme ça a été dit dans le petit texte qui présentait aujourd'hui notre communicant, j'ai repris
la masse du matériel d'enfantin, urbain, saint-simonien en général, sur lequel s'est fondée sa réflexion, qui est abordée dans une bonne moitié du bouquin quand même. Sur non, je n'ai pas donné le titre, mais je viens de le faire circuler, c'est-à-dire l'Empire sous terre. Voilà, alors je vais tout de suite lui laisser la parole, et puis dans 45 minutes à peu près, on pourra passer à la discussion. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup et merci Philippe de vos introductions et merci à toutes et à tous d'être ici ce soir, enfin cet après-midi plutôt. Bon, je suis à la fois très heureux, très honoré d'être ici et en même temps il est vrai que ce n'est pas mon contexte d'énonciation habituel pour plusieurs types de raisons et c'est pour ça que au fond j'ai accepté avec grand plaisir et que je me réjouis de la discussion. Comme Philippe l'a suggéré, d'une certaine manière nous avons déjà été en conversation dans la mesure où effectivement mon rapport aux archives saint-simoniennes, les documents du saint-simonisme ont en fait été absolument centraux en fait, dans la démarche qui est la mienne. Et j'aimerais en fait non pas tellement vous parler des textes même, puisque vous les connaissez et que en vérité je les ai aussi connus grâce aux travaux de la société et des chercheurs qui ont travaillé et qui ont dépouillé ces archives et sans lesquels, enfin sur le travail desquels, ce travail en fait n'aurait pas pu être possible. Ce dont j'aimerais parler en fait, ce n'est pas réellement des archives elles-mêmes, c'est de ce que l'on peut en faire et de la manière dont elles reconfigurent, à mon avis, l'histoire du XIXe siècle, potentiellement en tout cas, et je pense qu'elles le permettent, dans la mesure où ce ne sont pas des archives qui ont été prises en compte par la plupart des histoires générales de ce siècle qu'on a à disposition. Et plus généralement, c'est pour cela que le geste est à la fois historique et conceptuel ou philosophique, c'est qu'au fond, en reconfigurant notre conception, notre manière d'écrire l'histoire du XIXe siècle, l'idée est de reconfigurer aussi la manière dont nous conceptualisons la modernité elle-même. Au fond, j'aimerais préciser que la démarche qui est la mienne n'est pas tant, en tout cas pas seulement, et je vais essayer de préciser dans un premier temps introductif pourquoi, n'est pas seulement une théorie du colonialisme, puisque à cet égard j'essaie d'employer le terme d'impérialité qui permet de comprendre les logiques d'empire, plus généralement, qui sont liées à des logiques de souveraineté. Mais aussi c'est une réflexion qui plus précisément m'a conduit à essayer de comprendre ce que signifiait le concept même de sécularisation ou, pour reprendre la formule weberienne, de désenchantement du monde. Et au fond, le livre et la recherche qui en procède essayent de faire se correspondre, de faire s'enchevêtrer trois processus. Le premier, c'est donc l'émergence de la rationalité technoscientifique et plus généralement ce qu'on a appelé le déclin du religieux dans les sociétés démocratiques et libérales, disons occidentales, mais pas seulement en fait, à partir du XIXe siècle. La seconde, c'est au fond la supériorité. Et le colonialisme n'est qu'une partie, n'est qu'une manifestation d'un processus géopolitique plus vaste, de stabilisation de l'hégémonie européenne sur le reste du monde. Je dis stabilisation dans la mesure où, bien sûr, les historiens du colonialisme et au fond aussi certains historiens de la modernité, puisque les deux processus se correspondent pour beaucoup d'entre eux, font évidemment commencer la colonisation à partir de la colonisation des Amériques, donc de 1492. Sauf que ce qu'il faut préciser, c'est qu'au fond, sans ce qu'on appelle, disons vulgairement ou rapidement, l'industrialisation, l'hégémonie effective de l'Europe occidentale sur le reste du monde n'aurait pas eu lieu. C'est-à-dire qu'elle était en vérité, elle ne s'étendait pas à l'ensemble du globe avant le XIXe siècle. D'ailleurs, elle ne s'étendait pas à l'ensemble du globe tant que le déclin de l'Empire ottoman n'était pas, au fond, amorcé et finalement consommé.
Et le troisième ordre de phénomène, au fond, j'en ai déjà parlé, c'est la fossilisation de l'économie, ou la fossilisation du capitalisme pour être plus précis, dans la mesure où cette hégémonie dont j'ai parlé n'aurait pas été possible sans le recours aux énergies fossiles et l'utilisation de la vapeur comme une arme non seulement productive, mais une arme militaire et une arme de conquête. Pourquoi parler du désenchantement du monde ou de la sécularisation? À ce stade, je ne fais pas de différence entre les deux concepts. Et qu'est-ce que cette perspective apporte? Et dans un deuxième temps, dans quelle mesure les archives saint-simoniennes nous permettent d'opérer le geste méthodologique dont j'aimerais parler? Et surtout, en fait, plus précisément, pourquoi ces archives sont indispensables? Il ne s'agit pas, j'aimerais le dire d'emblée, d'opérer une critique ou un rejet de la sécularisation ou, par voie de conséquence, de la laïcité. Il s'agit en vérité plutôt d'opérer autre chose, c'est-à-dire un changement méthodologique de la manière d'approcher ces phénomènes. Il n'est pas possible, à mon sens, pour des raisons que j'aimerais expliquer, de définir, de déterminer une cause unique du processus de sécularisation et donc de modernisation de l'Occident, qui serait en même temps une cause endogène. Pourquoi? Précisément parce que si l'on opère de cette manière et qu'on considère par exemple que le christianisme ou telle modification, transformation du christianisme en Occident aurait donné lieu au processus de sécularisation, ce qu'on fait, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on réfléchit de manière eurocentrique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne considère que l'Europe et seulement l'Europe, précisément à un moment où l'Europe est en interaction avec le reste du monde via les voyages missionnaires, mais aussi, au fur et à mesure du temps, via la traite transatlantique et, bien évidemment, la colonisation. Ce qui signifie non pas qu'il faille accuser moralement l'Occident, mais plutôt qu'il faille en vérité affirmer que les processus de modernisation qui ont lieu à partir de l'âge classique en Occident sont des effets de la circulation entre les métropoles et les colonies. L'impérialité désigne cet ensemble de circulation entre les métropoles et les colonies qui nous empêche, et à mon avis devrait en tout cas nous empêcher, de n'étudier ce qu'on appelle les processus de modernisation que d'un point de vue purement eurocentrique. C'est pour cela, au fond, que j'ai tenté une sorte de déplacement du regard qui consiste, au fond, sur la base, au fond, de ce que les historiens, les spécialistes de la sécularisation et plus précisément de la laïcisation en France nous ont montré. Je pense notamment à Jean Bobéro, avec qui on a eu une série de discussions, notamment à l'EHESS, qu'au fond, on peut considérer que la Révolution française correspond à un premier seuil de laïcisation de la France. En revanche, ce premier seuil n'est atteint non pas seulement au moment de la Révolution, mais via et à travers le Premier Empire, donc sous Napoléon Bonaparte. Simplement, le problème qui se pose à ce type de perspective, qui n'est pas fausse, mais elle est incomplète, et Bobéro lui-même l'a reconnu notamment dans un texte qu'il a écrit sur le livre suite à cet échange. Ce qui est problématique, c'est de ne pas prendre en compte le rôle, par exemple, que l'expédition d'Égypte a pu avoir, non pas simplement en Égypte, mais sur les processus de sécularisation de la France elle-même, puisqu'il est impossible de comprendre la fondation du Premier Empire sans comprendre qu'au fond, cette fondation commence déjà en Égypte. À partir du moment où on déploie on propose ce type de méthodologie, et j'insiste sur le fait que c'est une méthode, c'est un regard qui, à mon avis, est plus complète, une méthode qui est plus complète en vérité qu'une méthode qui ne prendrait pas en compte cet épisode, pour ne citer que cet exemple. Par voie de conséquence, si on prend ce point de départ au sérieux, la question saint-simonienne, le voyage des Saint-Simoniens en Orient, c'est-à-dire au fond d'abord en Égypte puis ensuite en Algérie, non seulement est important, mais il s'avère être central. J'aimerais, je vais faire un certain nombre de remarques, d'autres remarques, disons méthodologiques, et parler, parce que j'en ai déjà au fond parlé,
de la question, et j'espère pouvoir parler de la question de l'industrialisme plus tard, mais j'aimerais parler plus précisément dans un premier temps de la question de l'orientalisme, puisque au fond, mentionner l'expédition de Bonaparte en Égypte, c'est d'emblée poser la question de l'orientalisme et de la manière dont ce concept est opératoire, et la manière dont on peut en écrire non seulement l'histoire, mais intégrer l'histoire de l'orientalisme dans une histoire plus globale du XIXe siècle. Au fond, le point de départ de cette recherche n'était pas le saint-simonisme lui-même, c'était au fond une histoire philosophique, une histoire de la philosophie au premier abord classique, et qui a cessé de l'être au fur et à mesure du temps, qui était une étude en fait de l'hégélianisme. Donc c'est d'abord en tant qu'historien de la philosophie, philosophe et historien de la philosophie que j'ai procédé, et en fait de proche en proche, le fait d'avoir historicisé le discours hégélien, d'être remonté vers ses sources, d'avoir compris aussi qui il avait influencé dans une épistémée, si vous voulez, plus large, m'a conduit en fait à trouver ces sources plus intéressantes que le texte hégélien lui-même, et au fond à devenir un historien des idées, et en me rendant compte précisément, puisque les textes saint-simoniens par exemple sont l'exemple type du fait que certains énonciateurs d'idées sont aussi des praticiens, soit de l'industrialisme, soit tout simplement des administrateurs coloniaux au XIXe siècle. Je suis devenu, en fait, de proche en proche, un historien des pratiques elles-mêmes. Bon. Mais le point de départ, si vous voulez, de cette généralisation, au fond, d'un travail d'abord très spécifique, c'était donc Hegel et la manière dont, au fond, Hegel divise, et la raison pour laquelle il opère un partage entre ce qu'il appelle l'Occident et ce qu'il appelle l'Orient. La manière dont quelqu'un comme Hegel, qui n'est certainement pas le seul en son temps et dans le XIXe siècle, la manière dont Hegel partage l'Occident et l'Orient est particulière et significative à beaucoup d'égards. En réalité, la manière dont il opère consiste en fait à définir l'Occident comme le processus, comme le résultat d'un processus de réalisation du christianisme sur Terre. Le christianisme aurait, au fond d'abord c'est le monothéisme juif qui, selon lui, se libère en fait de ce qu'il appelle la confusion entre l'esprit et la nature, et donc en fait via le monothéisme va se libérer au fond de ce qui enchaîne les spiritualités ou les religions orientales d'un lien selon lui aliénant à la naturalité. Bon. Mais en vérité, c'est le christianisme qui, selon lui, doit, en fait, pour fonction d'accomplir réellement ce processus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il nomme le christianisme une révolution. Et c'est très important, l'usage de ce concept est très important. Et cette révolution, en fait, est l'énoncé de l'universalisme, le premier énoncé de l'universalisme dans l'histoire de l'humanité. En vérité, vous le savez probablement, la Révolution française, selon lui, est précisément l'acte de réalisation complète de cet esprit du christianisme sur Terre à travers la déclaration de l'égalité et de la liberté de tous les hommes, de tous les êtres humains, et précisément cette définition de la Révolution française, qui est la seule chose qui permet de comprendre ce fameux thème de la fin de l'histoire, qui n'est pas une fin au sens d'un achèvement complet, c'est précisément le thème de la sécularisation, puisque sécularisation signifie le fait que le christianisme se fasse monde, et qu'au fond, il soit possible pour l'État moderne et la modernité politique, mais il inclut en fait en vérité la modernité économique d'une manière qui n'est d'ailleurs pas tout à fait stable et parfois très équivoque, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. La modernité, donc, n'est autonome, ne peut être autonome vis-à-vis d'une fondation théologique, qu'elle soit chrétienne ou autre, précisément parce qu'elle est, en son essence, le christianisme réalisé sur Terre. C'est précisément pour cela qu'elle n'a plus besoin de dépendre du christianisme et qu'elle est autonome. C'est, en fait, le premier énoncé de la thèse de la sécularisation. Et ce premier énoncé de la thèse de la sécularisation n'est pas un énoncé descriptif, c'est un énoncé spéculatif, c'est un énoncé philosophique et c'est un énoncé normatif. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de légitimer et en fait de sacraliser la Révolution française. Sauf que
si on en reste à cet énoncé, ou plutôt à cette manière de présenter la thèse hegelienne, dont, à mon avis, l'influence est absolument centrale, puisqu'en fait, ces concepts qui sont des concepts normatifs, ils sont des concepts impériaux pour plusieurs raisons, structurent encore la manière dont nous faisons, en fait, des sciences sociales, et dont, en fait, nous pensons pouvoir décrire le processus de modernisation des sociétés occidentales en les comparant, parfois en les opposant, mais en tout cas à minima en les comparant à d'autres formes de société. Donc ce n'est pas un point de départ ou une matrice marginale ou sans importance pour aujourd'hui. Mais donc, ce à quoi je voulais en venir, c'est que cette restitution est incomplète tant qu'on ne comprend pas qu'il ne peut pas, Hegel ne peut pas énoncer, il s'agit là de conditions de possibilité, si vous voulez, il est impossible pour lui d'énoncer cette thèse, qui est une thèse qui identifie au fond christianisme, occident et modernité, de manière très typique du XIXe siècle, sans précisément recourir à l'orientalisme de son temps, c'est-à-dire sans construire un certain concept de l'Orient. Et le concept de l'Orient qu'il produit est un concept évidemment qui a été critiqué par beaucoup de chercheurs, à mon avis à juste titre, depuis Talal Assad, Edouard Saïd et d'autres en fait, puisqu'il y a aussi des figures francophones comme Abdelkibir Khatibi qui avait déjà critiqué de manière parfois beaucoup plus subtile d'ailleurs l'orientalisme notamment français. Le concept d'Orient, donc, est une sorte d'abstraction géographique, puisqu'il il est censé aller en gros du Maroc au Japon, quoi. Bon. Et en fait, en définitive, on voit bien que le concept d'Orient, dans toutes les philosophies de l'histoire du XIXe siècle, a pour fonction, en vérité, de s'auto-abolir, puisqu'il n'a pour fonction que de préparer ce qui sera, en définitive, l'histoire de l'Occident, qui doit être la représentation de l'histoire de toute l'humanité. Bon, mais ce qui est le plus intéressant, et à mon avis qui n'avait pas été vu par les critiques de l'orientalisme jusqu'ici, c'est qu'au fond, pour Hegel, ce qui résume, soi-disant, l'esprit de l'Orient, pour reprendre les termes de l'époque, hein, évidemment, c'est l'islam qui est en fait la dernière manifestation de soi-disant esprit oriental, et qui n'est pas simplement critiqué comme fanatisme par Hegel, il est aussi, au fond, décrit avec une certaine admiration comme étant une anticipation de la Révolution française elle-même. Et en fait, ça a l'air étrange, d'ailleurs précisément l'islam est comparé à une révolution, mais en fait c'est tout à fait cohérent avec, si vous voulez, la structuration du comparatisme telle qu'elle se met en œuvre à partir à cette époque, dans les années 1820, mais surtout 1830, qui consiste précisément à dire que s'il y a le judaïsme comme matrice, si vous voulez, du processus de modernisation, ou plutôt de sécularisation, lié au fait que précisément il y a une séparation, une autonomisation de Dieu vis-à-vis de la nature, qui permet du coup d'opérer ce que Max Weber plus tard appellera la matrice du désenchantement du monde, précisément. Le christianisme, en vérité, est un accomplissement de cet esprit libérateur du monothéisme, et l'islam est forcément, par voie de conséquence, une autre actualisation, un autre accomplissement de cette dimension libératrice et révolutionnaire du monothéisme. Sauf que Hegel ne compare pas la Révolution française, plutôt l'islam à toute la Révolution française, il compare l'islam à un aspect particulier de la Révolution française, et évidemment à l'aspect le plus violent, c'est-à-dire à la terreur. C'est-à-dire à la terreur robespierriste, où l'on voit que l'idée même de terrorisme lié à l'islam a en fait une matrice historique profonde. Il faut, pour comprendre l'énoncé hegelien, voir que dès la fin du XVIIIe siècle, on accuse à l'intérieur du camp révolutionnaire, à l'intérieur de la Révolution française, enfin les multiples camps, s'accusent mutuellement d'être des fanatiques et donc d'être des musulmans ou des Mahomet. Bon. Par quoi, en fait, au fond, l'islam, le modèle de l'islam, est d'ores et déjà un paradigme de la violence et de la violence politico-religieuse.
Et donc, et c'est à ça que je veux en venir, loin de moi il ne s'agit pas ici d'opérer une quelconque accusation. Je pense que l'orientalisme a été critiqué comme il se doit par beaucoup d'auteurs. La question, c'est plutôt de dire autre chose, c'est de dire qu'il n'était pas possible pour l'Occident, ou pour en tout cas la philosophie et la pensée occidentale, à ce moment bien précis de l'histoire, d'identifier le christianisme à sa matrice, à son origine, et d'identifier la modernité qui était en cours à une sécularisation du christianisme sur Terre, sans parler de l'Orient et sans dire ce que Hegel venait de dire de l'Orient, notamment musulman. Ce partage n'a pas disparu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un intellectuel, quelle que soit sa discipline, affirme avec une certitude, à mon avis parfois déconcertante, et des philosophes le font, on peut citer beaucoup de philosophes qui s'identifient comme libéraux, comme Charles Taylor, etc., qui consiste à dire que l'Occident a séparé la politique et la religion grâce au christianisme et que l'islam, par voie de conséquence, n'en est pas capable et qu'il confondra de toute façon, il ne peut que confondre la religion et la politique, et que soit il faut qu'il se réforme pour pouvoir séparer la religion ou la politique, soit qu'il est incapable de le faire, et par voie de conséquence, il restera étranger et aussi constituera un danger, en fait, pour les sociétés européennes. Je ne vais pas expliciter la dimension profondément politique de ce partage. Je pense que chacun s'en rendra compte par comparaison avec notre présent. Ce qui ne m'intéresse absolument pas en disant ceci, c'est de rentrer dans les termes du débat qui en procède, à savoir les termes du débat qui en procède, c'est l'islam est-il compatible ou non avec la modernité. Le recours à l'histoire coloniale a eu pour fonction, si vous voulez, de répondre à un souci scientifique, d'abord et avant tout. Le souci scientifique, d'abord et avant tout, c'est qu'il est impossible de comprendre l'histoire de ce partage. Je parle de l'histoire de ce partage, sans comprendre d'où il vient et sans comprendre son devenir. Alors le devenir de ce partage, ce sont des écrits français, des écrits d'Edgar Quinet, des écrits de Jules Michelet, et aussi des écrits saint-simoniens, dans lesquels ce partage, en fait, devient, en vérité, fait partie, si vous voulez, d'une forme d'esprit du temps, si vous voulez, pour reprendre un terme hegelien. Il faudrait peut-être parler d'épistémé dans un sens peut-être plus foucaldien. Ce que je voudrais préciser, c'est que c'est cette question elle-même, la question de la compatibilité ou non d'une tradition donnée à la modernité érigée comme norme, c'est cette question elle-même qui en fait partie et appartient à l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'au fond, affirmer d'un côté qu'il y a une compatibilité ou de l'autre qu'il y a une incompatibilité intrinsèque, ces deux réponses en fait sont deux modalités de manifestation d'une même question qui, elle, a émergé en contexte impérial et colonial. Alors, c'est en fait à partir de la volonté d'historiciser, je ne vais pas parler des archives, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le fait que Hegel, en énonçant cette thèse, s'inspire aussi de la critique biblique allemande, avec des gens comme Michaelis, Eichhorn, qui sont absolument fondamentaux. Je ne parlerai pas non plus du fait que le concept d'Orient, bien évidemment, inclut d'autres religions et d'autres cultures, le judaïsme aussi. Il ne faut jamais oublier, ça n'a pas été compris en France, que la critique de l'orientalisme, dès sa formulation saïdienne, a toujours aussi été une critique de l'antisémitisme, puisque l'antisémitisme est une manifestation de l'orientalisme au XIXe siècle. Ce à quoi je voudrais m'intéresser dans un second temps, c'est de montrer comment est-ce que l'historicisation de cette question de la compatibilité ou de l'incompatibilité, et j'insiste sur la question, m'a conduit en fait à essayer de réécrire l'histoire de l'Algérie, de la colonisation de l'Algérie, d'un moment particulier de la colonisation de l'Algérie, d'une manière, si vous voulez, peut-être différente de celle qui avait été déjà proposée. Mon intérêt pour Urbain, pour commencer à parler un peu des Saint-Simoniens, mais je vous avais prévenu que je n'allais pas parler, et j'espère qu'on le fera dans la discussion de textes précis que vous connaissez probablement déjà.
J'aimerais simplement proposer, au risque d'être évidemment contesté, mais je pense que c'est le risque de toute théorisation, le risque que doit prendre toute théorisation, c'est précisément d'essayer de montrer, conformément à mon sous-titre, en quoi la prise en compte des textes, des archives saint-simoniennes en Algérie et principalement de Urbain, ce qu'elles permettent de dire de la structure de l'État colonial en Algérie qui n'a pas forcément été dit ou vu. Et pour ce faire, j'aimerais essayer de formaliser un modèle que j'essaie d'exposer dans le chapitre 3 de ce livre, et qui consiste au fond à montrer que l'État colonial en Algérie n'a pas été strictement déterminé par une colonisation de peuplement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'imaginer l'État colonial tel qu'il s'est déployé en Algérie et ensuite ailleurs, on est en train de parler de la structure de l'Empire, comme un État à double face. Le gouvernement direct a coexisté en fait avec le gouvernement indirect. La colonisation militaire de l'Algérie, qui est dominante entre 1830 et 1870, donc qui correspond à la fin du Second Empire, est une colonisation, comme on sait, militaire. Pendant cette colonisation, dans ce processus de colonisation, il y a un conflit entre plusieurs modalités de gouvernement. Et schématiquement, si vous voulez, on a une opposition entre un camp qui est ce que précisément dans le langage du XIXe siècle, on appelle coloniste, et qui en fait, en anglais, je pense que l'anglais ici est plus précis, sont des settlers. Settlers, ça veut dire que c'est ceux qui prônent et qui agissent la colonisation, enfin qui font la colonisation de peuplement. De l'autre côté, il y a au fond le camp que j'appellerais à la fois impérial et libéral, qui, à certains moments en tout cas de l'histoire de la colonisation, s'identifie à la position, pas tout le temps, hein, mais à certains moments donnés de cette histoire, s'identifie au fond à la position officielle de l'État français lui-même, qui n'est pas évidemment la même que celle des colons ou des colonistes. Et à mon sens, alors évidemment, je sais très bien que tout ceci est discutable, mais que, si vous voulez, pour pouvoir prendre au sérieux les archives saint-simoniennes, et notamment le cas urbain au sérieux, il faut comprendre qu'on a affaire ici à une tentative pour créer un mode de gouvernement qui puisse en fait intégrer la colonisation de peuplement dans un modèle plus vaste, dans lequel, au fond, le gouvernement direct des tribus, alors plutôt d'ailleurs leur démantèlement en fait, coexisterait avec un gouvernement indirect qui consisterait précisément à respecter, voire à inclure la tribu comme entité administrative à l'intérieur de l'État colonial lui-même, et donc à respecter en partie, en tout cas, la propriété collective indigène, et à la codifier. Ce que l'on voit en fait, en vérité, en opérant avec ce modèle, c'est que, si vous voulez, la face indirecte du gouvernement colonial, c'est en fait, a en fait échoué à partir de la fin du Second Empire, mais que son échec avec l'instauration de l'administration civile de l'Algérie n'a jamais en fait été un échec total. Il y a en fait aussi de bonnes raisons de considérer qu'une part de cet échec est liée aussi à des questions liées à l'économie même de l'Algérie coloniale et de la France à l'époque, à savoir que le capitalisme agraire, en fait, qui était dominant, probablement se prêtait beaucoup plus à une colonisation de peuplement, et que c'est aussi l'absence de développement d'une politique industrielle, et notamment d'une exploitation fossile systématisée en Algérie, qui a en fait fait échouer, au fond, le projet qui était le projet impérial saint-simonien. Évidemment, je sais bien que dire cela, ce n'est pas aller forcément dans le sens de certaines positions de la société, mais je pense que notamment la comparaison
avec les différents empires permet d'énoncer cette hypothèse et la rend en vérité plus fructueuse. Une des raisons pour lesquelles elle est fructueuse et à mon avis indispensable, et c'est une partie du contexte d'énonciation de ce livre, c'est que ce livre a été commencé en France et fini en fait à New York, dans un cadre où en fait j'étais en discussion non pas avec des théoriciens français ou du colonialisme français, mais avec des théoriciens plus ou moins identifiés comme postcoloniaux, pour qui le paradigme même de la colonisation, voire de la colonialité, pour prendre un terme qui est parfois employé, c'est la colonisation britannique de l'Inde. Et en vérité, lorsqu'on parle dans ce contexte, on se rend compte qu'il y a une provincialisation de l'histoire de l'Empire français, qui est une provincialisation qui consiste justement, évidemment, à considérer que c'est important d'un point de vue purement empirique, n'est-ce pas, mais qu'en vérité, il n'y a rien de l'histoire de notre monde qui puisse se dire à partir du cas de l'Empire français, et notamment à partir de l'Algérie coloniale. Donc ma question, si vous voulez, elle est de théoriser à partir de cette histoire, pas de ce point de vue, de cette histoire, pour essayer précisément de faire bouger, si vous permettez l'expression, de transformer nos concepts eux-mêmes et la manière dont on s'analyse nous-mêmes comme modernes, pour reprendre ce terme. Par voie de conséquence, et ça sera ma troisième partie, et j'espère réussir à conclure sur cette base, c'est que si l'on part en fait du fait que au fond, la colonisation de l'Algérie et ce processus, notamment de colonisation qui a lieu entre 1830 et 1870, qu'il est au fond une continuation de ce qui a échoué, mais ce qui a été amorcé pendant l'expédition d'Égypte. Si on prend en compte que les acteurs de l'expédition d'Égypte, beaucoup d'entre eux se sont transférés, en vérité, ont été transférés, appelés en Algérie, et que parmi eux, bien sûr, se trouvent les Saint-Simoniens, bien que les Saint-Simoniens soient arrivés en Égypte dans les années 1830. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, des processus qui ont été mis en œuvre, notamment par l'Empire britannique, dans le reste de la région, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, en fait, en vérité, ont été amorcés. D'abord, bien plus tôt, à partir de 1830. Et qu'en vérité, il y a une question chronologique qui se pose, qui est que la plupart du temps, les historiens, suivant en cela, à mon avis, un cadre chronologique qui est tout à fait contestable, font partir l'histoire de l'impérialisme, font débuter l'histoire de l'impérialisme, à peu près de 1880. 1870-1880. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler l'impérialisme tardif. Parfois, c'est une catégorie historique qui est employée. Et si vous voulez, si on commence à partir davantage de 1830 et que on considère que les débats qui ont lieu à partir de 1830 en Algérie et auxquels participent les Saint-Simoniens, on se rend compte en vérité que ce qui va devenir justement cette opposition, cette hésitation entre le gouvernement indirect et direct, s'énonce d'ores et déjà à travers l'opposition entre l'assimilation et l'association. Maintenant, cette comparaison, et c'est aussi pourquoi le livre ne traite pas simplement de colonialisme, mais opère ou énonce un argument qui consiste en fait à reposer la question de la nature même de ce qu'on appelle les processus d'industrialisation en Occident. Au fond, je pourrais dire, et c'était là le sens de mon titre, que ce que montrent en fait les archives saint-simoniennes, si l'on veut bien théoriser à partir d'elles, c'est que l'invention de ce nouveau type de colonialisme qui se définit comme sécularisé, qui ne déploie pas la conversion massive des indigènes au christianisme comme sa principale technique, qui se définit comme libéral et post-esclavagiste, est aussi un impérialisme industriel. Or, si vous voulez, cette jonction, elle se voit en fait de manière très claire dans les textes urbains, mais elle est absolument évidente dans des textes comme ceux de Michel Chevalier ou dans le système de la Méditerranée, dans lequel on voit très bien que la lutte contre l'exploitation de l'homme par l'homme est liée à l'exploitation du globe et qu'elle la présuppose. Par voie de conséquence, si vous voulez, une phrase aussi centrale à mon sens et aussi représentative d'un certain esprit du XIXe siècle, phrases telles que l'industrie et le culte, montrent bien
qu'on a une dynamique de sécularisation à l'œuvre qui n'est pas la même que celle d'un Schmitt, puisqu'il ne s'agit pas de montrer comment la théologie ou une certaine conception de la souveraineté divine s'est transférée dans l'État, il s'agit plutôt de montrer qu'une certaine pratique, le culte, se transfère à travers à la fois le travail au sens large, ce qui est le sens le plus large du terme industrie, mais aussi de manière restreinte à travers la pratique industrielle et donc aussi la pratique extractiviste. Et au fond, cette phrase est bien plus qu'un opérateur purement idéal qui ne représenterait qu'un mouvement dont on pourrait considérer qu'il se révèle par la simple étude des textes. Il faut au contraire mettre cette phrase en connexion avec ce qui s'est effectivement passé, non seulement sur Terre, mais sous la Terre, pour la comprendre. Puisque, en vérité, et c'est là qu'il faut faire jouer les correspondances et surtout penser les simultanéités entre phénomènes, si je reviens au Premier Empire, il est tout à fait possible, évidemment, comme le fait Bobéro admirablement, d'en rester à la manière dont le Premier Empire, par exemple, institue le Concordat et la reconnaissance publique des cultes. C'est autre chose d'essayer de voir quelle est son économie et sa fondation économique. Et une des choses que fait le Premier Empire, est précisément de s'approprier les sous-sols de manière différente en énonçant un principe qui a l'air tout à fait marginal en apparence, qui est le principe de propriété publique des sous-sols. À savoir que lorsque vous trouvez par exemple une ressource, quelle que soit la ressource en question, bon à cette époque c'était surtout le charbon qui était au centre de l'attention, si vous trouvez donc une réserve dans les sous-sols, ce n'est pas parce que vous la trouvez qu'elle vous appartient, au contraire elle appartient immédiatement de facto à l'État, et pour pouvoir l'exploiter vous devez en demander la permission à l'État, ce qu'on appelle le système de la concession, des concessions. Bon, alors, lorsqu'on commence à mettre en place cette correspondance entre, au fond, ce qui se passe non seulement sur Terre, mais entre le ciel et la Terre, avec ce qui se passe entre la Terre et les sous-sols, au fond, on a un système tripartite qui me paraît beaucoup plus complet pour analyser ce qui se passe au XIXe siècle et pour analyser, en fait, ce qu'on appelle le désenchantement du monde ou les transferts de sacralité vers la Terre. Voilà. Il était, à mon sens, impossible, si vous voulez, de comprendre ce qui se passe à un niveau, si vous voulez, idéal, mais même au niveau des simples pratiques coloniales, sans comprendre précisément les bouleversements économiques qui avaient lieu au même moment. Et alors, pour finir, j'aimerais simplement présenter un certain nombre de points argumentatifs qui m'ont été en partie inspirés par les archives saint-simoniennes, mais surtout par la connexion, la mise en comparaison des archives saint-simoniennes avec d'autres textes de la même époque. La première, c'est que si l'on suit les démonstrations qui ont été faites par notamment un certain nombre d'historiens marxistes qui ont travaillé sur la période 1820, 1830, 1840 et qui ont essayé en fait d'analyser ce qui se passait pour que précisément dans la transition entre le capitalisme agraire, de manière dominante, il était agraire là, on parle surtout de l'Empire britannique à ce moment-là, mais la seule manière en fait de comprendre pourquoi, vous savez bien ça, bien sûr, que la seule manière de comprendre pourquoi le Premier Empire et pourquoi il y a l'expédition d'Égypte, c'est évidemment impossible de ne pas faire référence aux concurrences entre les empires, d'où le fait, comme Roland l'avait souligné, que mon projet est devenu de plus en plus un projet de comparatisme, de comparaison entre les différents empires, puisqu'à mon avis, c'est une abstraction de considérer qu'un État impérial, qu'on puisse comprendre ces logiques de manière, si vous voulez, nationale, pour une raison très simple, c'est que les États-nations, les États coloniaux, les États territoriaux coloniaux européens se sont construits les uns par rapport aux autres et les uns en concurrence vis-à-vis des autres. Donc il est impossible de comprendre une dynamique impériale donnée sans comprendre la dynamique impériale à laquelle elle répond. Et évidemment, je ne vous fais pas de dessin sur le fait que la rivalité franco-britannique était centrale à cette époque. Donc, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'était donc de montrer comment ces archives saint-simoniennes, pour pouvoir les comprendre, il fallait donc les intégrer dans un processus plus vaste. Et c'est en cela, donc, et pour cette raison, que je me suis intéressé à cette dynamique de fossilisation du capital, pour comprendre aussi comment le saint-simonisme avait participé à la fois réellement à ces processus-là, et aussi idéologiquement, puisque je considère que c'est probablement la doctrine industrialiste la plus aboutie et la plus intéressante qui nous soit connue.
Et au fond, ce qui se manifeste, si on regarde un peu les archives de ce moment-là, qui ne sont pas directement des archives saint-simoniennes évidemment, c'est qu'au fond, le passage de ce que Marx appelait la plus-value absolue à la plus-value relative détermine en fait de part en part le passage au fond de la dynamique capitaliste à la dynamique spécifiquement fossile du capitalisme. Et au fond, ce que j'ai essayé de faire en m'intéressant à ce moment, c'est de restaurer en fait les dynamiques, de mettre au centre des dynamiques à la fois politiques et théologico-politiques de cette transition. Premièrement, il y a la médiation du droit qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment vue lorsqu'on a traité de ce moment. Et cette médiation du droit, elle se voit dans le fait que la raison pour laquelle la machine à vapeur a été adoptée, et des historiens ont bien montré, notamment Malm, que la simple explication par le profit que pouvait en faire la classe capitaliste était insuffisant, c'est qu'en vérité, il y a eu les premières limitations du temps de travail qui sont en fait des réponses à des insurrections ouvrières, et qu'au fond, cette médiation du droit, cette régulation des conflits sociaux par le droit et donc par l'État n'est pas réductible justement simplement aux manifestations des intérêts de la classe capitaliste. Donc on a un système ternaire dans lequel on a les ouvriers, la classe capitaliste et l'État, qui est un troisième terme relativement autonome, c'est-à-dire irréductible en fait au capitalisme lui-même ou aux logiques internes du capitalisme. Et c'est pourquoi au fond, précisément lorsqu'on met l'État au centre de ces dynamiques, qu'on met au fond, c'est une manière d'interpréter l'idée même d'accumulation initiale du capital, qu'on met la violence d'État au centre des processus économiques et donc qu'on en fait à la fois un acteur économique et extra-économique, on voit qu'on est dans un complexe militaro-fossile et que donc l'usage de la vapeur comme arme de guerre précède et détermine en fait l'usage des énergies fossiles dans la production textile en Angleterre elle-même et ensuite dans les autres économies capitalistes. Il y a donc, de ce point de vue-là, une géopolitique de la question fossile, mais qui coexiste, et c'est le point qui est encore plus difficile à prendre en compte, et que les historiens des techniques, en fait, à mon avis, ne savent pas prendre en compte, c'est qu'il y a donc une théologie politique de la question fossile. À mon avis, à partir de ces hypothèses, les archives saint-simoniennes deviennent incontournables, puisque en fait, elles permettent justement de connecter et de comprendre en fait l'interaction entre ces différents facteurs explicatifs. Dernier point, et j'essaierai de conclure là-dessus, pourquoi est-ce qu'il y a une théologie politique de la question fossile et pourquoi est-ce qu'elle est, à mon avis, impériale? La première, c'est que l'extraction massive et l'exploitation, si vous voulez, ce que les Saint-Simoniens à l'époque appellent l'exploitation du globe, de manière très générale finalement, correspond en fait à des pratiques extractivistes bien précises qui consistent à s'approprier, soit de manière privative, soit de manière publique, les sous-sols, et donc à les exploiter. Sauf que si on ne s'intéresse qu'au XIXe siècle, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe bien avant et qui rend possible cette économie. Si on prend le cas de l'Angleterre, on se rend compte qu'en fait, le moment d'expropriation, très bien analysé par Marx, des fermiers, en fait, et d'exploitation, d'expropriation, plutôt des terres par la bourgeoisie et par le système des enclosures, ce qui permet en fait l'émergence du capitalisme agraire à l'époque, il coexiste aussi avec l'expropriation des biens de l'Église. Et cette expropriation, en fait, elle a aussi un versant, si vous voulez, souterrain, qui est que parmi les grandes mines d'exploitation du charbon qui ont été très actives au début du XIXe siècle et qui se situent au nord de l'Angleterre, étaient en fait avant précisément des propriétés ecclésiales. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, elles avaient des réserves en charbon qui étaient très importantes, mais si vous voulez, les hommes d'église, les autorités ecclésiales, limitaient en fait l'extraction, en fait, en nombre en tout cas, de ce charbon. Donc il y avait une limitation. Une première limitation saute à partir du moment où en fait ces hommes d'église sont expropriés. Elle saute, mais elle ne conduit pas immédiatement à une exploitation du charbon comme combustible, donc comme énergie fossile si vous voulez, mais donne lieu à un usage domestique, notamment pour le chauffage en fait du charbon. Simplement, on voit bien là qu'on a affaire à une sorte de préhistoire de ce mouvement qui montre qu'en fait que la question de la sécularisation est centrale dans la mesure où l'expropriation
des églises par l'État fait partie des conditions initiales, si vous voulez, d'exploitation non seulement des terres, mais bien précisément ici, des sous-sols. Il y a un autre élément dont je voudrais parler, et j'aurais pu commencer par cet élément, puisqu'en fait c'est cette archive qui, encore une fois, n'est pas saint-simonienne, mais qui permet en fait d'éclairer les archives saint-simoniennes en les mettant en comparaison à un contexte plus global. C'est une archive qui met en scène en fait le conflit entre un administrateur colonial en Indochine avec celui qu'il appelle, si ma mémoire est bonne, le sorcier et le sage, qui en fait qui s'oppose en fait à l'extraction du charbon en disant précisément qu'il y a un dragon qui habite les sous-sols. Et évidemment l'administrateur colonial affirme que cette superstition, c'est ainsi qu'il décrit cette croyance, évidemment est un obstacle à l'extraction, qu'elle est évidemment irrationnelle, punitive, etc. Enfin c'est le positivisme de l'époque. Et au fond, ce qu'on voit lorsqu'on analyse cette archive et qu'on la prend au sérieux, c'est deux choses. La première, c'est qu'on voit bien que ce qu'on pourrait appeler le désenchantement du sous-sol est une condition à partir de laquelle il devient possible, je dirais presque anthropologiquement, d'exploiter effectivement ce sous-sol. Ça ne signifie pas, absolument pas, qu'ici la sécularisation ou le désenchantement est signifié une pure et simple exclusion de la théologie, puisqu'il y a une série d'archives qui peuvent tout à fait nous montrer qu'au même moment, un certain nombre de théologiens vont dire que les énergies fossiles, en l'occurrence le charbon, ont été mis par Dieu dans les sous-sols pour le salut de la nation. Mais on voit qu'il y a une reconfiguration de la rationalité théologique qui peut donner lieu, dont d'une certaine manière le positivisme fait partie, qui en fait donne lieu à ce qu'on pourrait appeler l'appropriation idéale des sous-sols. La deuxième chose, c'est une question méthodologique et qui, j'imagine, pourra peut-être anticiper certaines de vos remarques, peut-être objections. C'est qu'au fond, c'est une question de méthode dans la mesure où la question est de savoir si nous prenons le point de vue qui consiste à dire évidemment que les dragons n'existent pas dans les sous-sols, la seule chose que nous faisons, c'est de prendre le point de vue de l'administrateur colonial dans l'archive. Or, une perspective critique et scientifique ne devrait pas partir du principe que cette croyance, d'ailleurs ce terme est lui-même contesté par les anthropologues, est une superstition. Non plus, nous ne devons pas partir du fait qu'un dragon n'existe pas dans les sous-sols. Nous ne devons pas non plus partir du principe qu'un dragon existe dans les sous-sols. Mais il y a une suspension du jugement qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, sans quoi, en vérité, le fait de partir, si vous voulez, du positivisme comme étant un a priori, nous conduit en fait à, non pas à une méthode scientifique, à élaborer une méthode scientifique, mais en fait à élaborer une méthode qui consisterait à entériner l'idéologie du XIXe siècle et des archives coloniales en faisant un point de vue scientifique et qui serait en vérité pseudo-scientifique. Voilà, je vous remercie. Bien. En tout cas, un grand merci d'être venu. Merci à vous. Bon, c'est évidemment quelque chose d'un peu, parfois des idées contondantes, on pourrait dire, mais ça pousse à la réflexion, c'est utile, et je pense que c'est très important. Enfin, moi qui, dans la question, par exemple, du saint-simonisme, travaille surtout sur urbain, donc sur la question de la colonisation et de l'impérialisme, je pense que c'est un travail qui apporte vraiment beaucoup et qui mérite d'être développé. Je pense qu'on pourra, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, une question sur laquelle nous pouvons avancer, discuter, c'est la question de la racialisation de l'islam.